François Lapointe, j'ai été député fédéral de 2011 à 2015. À l'époque, j'étais un proche de M. Layton, de M. Tom Mulcair. Depuis 2 ans maintenant, je me suis rapproché des gens qui étaient au gouvernement libéral. Pour une raison fondamentale, je trouve qu'ils ont géré la pandémie avec cœur. Je ne pourrais pas travailler avec des gens qui laissent tomber les gens, mais des gens qui, au contraire, laissent tomber personne. Ils ont montré leur capacité à faire ça. Quand ils m'ont contacté, j'avais un autre volet qui était fort important. Les gens qui me connaissent un peu ici savent que j'ai beaucoup travaillé de dossiers en environnement. Le port de Cacouna, pendant mon mandat, j'étais le premier à me présenter contre et le premier qui était contre aussi Énergie Est à l'époque. Même chez les néo-démocrates, j'ai été le seul à être publiquement pas d'accord avec Énergie Est. Donc, l'environnement, c'est important pour moi et il y a eu beaucoup de très bonnes décisions prises par le gouvernement libéral depuis 2 ans en environnement. On pourrait s'en parler de ça quand on se rendra à cette section-là plus tard. Et là, le grand défi, c'est l'urgence climatique, c'est-à-dire que ces décisions-là ne peuvent pas rester symboliques. Elles doivent passer à l'action très rapidement dans les prochains 2 ans. Et on m'a garanti que j'aurai un poste dans l'équipe en environnement pour faire partie des solutions, pour s'assurer que toutes ces solutions-là sont appliquées et amènent à une réduction des GES la plus rapide possible. Moi, ça me tient à cœur, j'ai des jeunes enfants. On peut pas, avec l'été qu'on a connu, c'est malheureux, mais il a fallu connaître une espèce d'été où on a eu catastrophe sur catastrophe sur catastrophe pour qu'il y ait maintenant un consensus partout. Mais il y a à peu près juste les républicains américains qui n'y pensent plus. Là. Bon. Mais les GES doivent devenir vraiment la grande priorité de comment on développe nos économies dans les prochaines années. Il faut les réduire, il faut les amener au neutre. On va y aller. Tu vas enchaîner sur le premier sujet, c'est justement l'urgence climatique. On est heureux d'apprendre. Est-ce qu'on apprend là que si le Parti libéral est là et tu es élu, tu seras ministre de l'Environnement? Ils ne peuvent pas faire ça, mais je sais que je serai président du comité ou secrétaire parlementaire ou quelque chose de cet ordre-là. Okay. Mais tu connais la politique comme moi, Guy. Ils ne s'engagent pas à un poste clair avant d'avoir vu les résultats de l'élection. Mais sur l'idée que je serais un joueur clé de l'équipe en environnement, c'est déjà décidé. C'est qu'on va y aller directement avec l'urgence climatique et environnement. Tu avais déjà commencé là-dessus. On va y aller comme entre 5 et 10 minutes. 5-10 minutes. Des questions. Je vais essayer de faire ça rapidement. C'est là que la plateforme a le plus de points que je me sens le besoin de présenter, puis même de commenter. Je vais essayer d'être rapide. Tu me feras des gestes peut-être après 7-8 minutes pour que je me calibre un peu. Ce qui a été fait, c'est le premier gouvernement qui a établi un objectif climatique, le gouvernement libéral, dans les 2 dernières années. Ça n'avait jamais curieusement été fait, qu'il n'y avait pas d'objectif qui était une loi nationale. Il y a eu 100 milliards d'investis dans les actions climatiques. Ça mène le Canada au même niveau que la Norvège, 100 milliards, excusez-moi. Ça mène le Canada au même niveau que la Norvège en termes d'investissement vert. Il y a l'autre volet qu'on connaît qui est les pétrolières, on va y arriver. Mais pour l'instant, on dépense des deux côtés, mais là, au moins du bord qu'on doit dépenser, on est parmi les 2 meilleurs pays au monde en ce moment. Il y a eu l'engagement d'éliminer les plastiques, les déchets plastiques d'ici 2030 qui est pris, qui est légiféré. Il y a une taxe au carbone qui a passé, qui est à 15 $, non pas à 10, mais à 15 $, qui va plus vite que prévu, qui va monter à 50 $. Pour les gens qui ont les sensibilités d'incompétence provinciale, juste savoir, la taxe au carbone, ça ne touche pas le Québec. Parce que le Québec est dans une bourse. Donc, si la bourse obtient des résultats intéressants, ça ne touche pas le Québec, mais ça fait pression sur l'Alberta qui, pour l'instant, n'a pas de plan pour faire quoi que ce soit. Hier, on a annoncé qu'on allait plafonner les GES. Ça, c'est une grosse décision, qu'on allait plafonner les GES de l'industrie pétrolière dès que possible au début du premier mandat. Ce qui est à faire, là, la liste est longue et c'est là que j'espère pouvoir jouer un rôle important à Ottawa pour que ça fonctionne, qu'on trouve les solutions appliquées. On veut descendre de 40-45 % en bas des émissions de 2005 en 2030. Donc, c'est plus 30 %, l'objectif, c'est 40-45 %. Pour arriver à une carboneutralité, donc à plus d'émissions de GES au Canada d'ici 2050, c'est une loi depuis quelques mois, c'est la loi C12. C'est la loi, en anglais on dit « the law of the land ». Je traduirais ça parce que c'est la loi du territoire maintenant, c'est plus juste théorique. Tout gouvernement va devoir se respecter cette loi-là. Les subventions pour la production au pétrole, l'engagement, c'est qu'il y en a eu beaucoup trop en 2016-17. Ça a diminué à partir de 2018 d'à peu près 25 % pour les subventions au pétrole, à la production pétrolière. Et là, il y a un engagement pour 2025 et avec Stephen Guilbeault, on est en train de travailler quelque chose pour que l'engagement soit encore plus ferme d'ici 3-4 jours. Je ne peux pas vous l'annoncer maintenant, ça ne serait peut-être pas plus tard que demain, mais que cet engagement-là soit encore plus ferme.
On doit être carboneutre, comme je l'ai dit, d'ici 2050, et les sociétés pétrolières et gazières devront réduire leur émission de méthane de 75 % dans un très court délai avant 2030. C'est majeur. Je ne sais pas si les gens, vous savez que le méthane, en termes de GES, c'est, dépendamment des études, c'est entre 40 et 80 % plus puissant comme gaz à effet de serre que le carbone. Donc, c'est quelque chose qui est majeur à faire. On va travailler à mettre fin aux exportations de charbon thermique. Il n'y aura plus de charbon qui sort du Canada. On va planter 2 milliards d'arbres. Ça fait sourire beaucoup de monde, mais j'ai fait les calculs. C'est réalisable. On pourra en parler plus longuement si ça vous tente, même en dehors. C'est faisable. Il y a des façons de le faire. Si je suis au comité permanent, c'est un peu comme les vaccins. On sourit maintenant, mais on va réussir à le faire, j'en suis convaincu. On va conserver les milieux humides, les tourbières, beaucoup. Il y a beaucoup de programmes dans ce sens-là. Il va falloir aller même sur un changement de production dans les prairies. Ça, c'est compliqué, là, mais il faudra que le bétail mange plus l'herbe, parce que quand le bétail est nourri à l'herbe, ça génère une industrie qui est carbone neutre. Quand il est nourri aux céréales, enfermé dans des enclos, ben, c'est un émetteur de carbone épouvantable. Donc, il va y avoir beaucoup de changements à apporter dans les prochaines années. C'est majeur. J'étais rendu à... Oui, on va protéger... On était, en 2015, 1 % d'air protégé au Canada seulement. On a monté ça à 14 % depuis 2020 et on va se rendre à 25 % d'ici 2025. C'est entre autres là, dans ces espaces-là, qu'on va s'assurer qu'il va y avoir beaucoup de plantation d'arbres en surplus, et non pas juste la plantation d'arbres que l'industrie fait déjà. Il faut en mettre plus si on veut que ce soit carbone, si on veut retirer du carbone et non pas juste jouer avec les chiffres. Il va y avoir une subvention de rénovation éco-énergétique qui va commencer si on a la chance d'être élu, dès la première année. 5 000 $ en subvention, 4 000 $ en prêt sans intérêt. Ça, si je suis député, je vais en faire appel à la population. Tu as un peu de temps encore? Oui, un petit peu de temps. Oui. Si je suis député, je vais faire beaucoup appel à la population parce que c'est le genre de programme qui peut faire des miracles en termes de réduction de GES. Il y a énormément de gens qui en profitent. On va donner 5 000 $ aux Canadiens qui vont se procurer un véhicule électrique. 1,5 milliard de dollars sur l'élargissement de l'admissibilité. Ça, je trouve ça hyper important. On va bientôt pouvoir être aidé à acheter un véhicule électrique usagé. Je ne sais pas si vous avez vu les dernières évaluations. Les véhicules électriques durent longtemps. Ils ont beaucoup moins de pièces, donc il y a moins de frottement. Il y a peut-être des véhicules électriques qui vont durer 27 ans. Donc, il faut aussi que quelqu'un qui veut se procurer un véhicule électrique usagé puisse être soutenu dans son achat. Donc, ça va être élargi à ça. C'est bien important. Tous les véhicules vendus au Canada devront être émetteurs zéro. Donc, plus de gaz qui brûle en 2035. On va donner 700 millions de dollars de supplément afin d'ajouter 50 000 bornes de chargement à très court terme, parce qu'on ne peut pas demander à tout le monde d'être électrique s'il n'y a pas une augmentation massive des bornes de rechargement, évidemment. Un programme que j'aime beaucoup qui s'appelle le Net Zéro, qui est de 8 milliards pour s'assurer qu'on va décarboniser les industries lourdes. Il y a des industries ici qui pourraient en profiter, littéralement. C'est plusieurs milliards de dollars. On va réduire de moitié l'impôt des sociétés qui fabriquent des produits carbone neutres. Je ne peux pas m'empêcher de penser à des gens ici comme Linéaire, qui sont dans le bois, qui sont carbone neutres, qui vont pouvoir avoir une diminution de 50 % de leur impôt. On va accélérer l'élaboration du Code du bâtiment national pour qu'il soit carbone neutre pas plus tard qu'en 2025. Instaurer un crédit d'impôt à l'investissement pouvant aller jusqu'à 30 % pour les technologies à faible émission. Donc, même les portefeuilles d'investissement vont devoir tenir compte d'investir dans l'émission neutre de carbone. Et enfin, 14,9 milliards de dollars pour le premier fonds permanent dans le transport commun du Canada. C'est la première fois qu'il y a ça. C'est un fonds permanent. On va y mettre presque 15 milliards de dollars, puis il va être renfloué tout le temps pour qu'on ait constamment des projets de développement comme la ligne bleue à Montréal, par exemple. Donc, ça fait le tour de ce qui était... et ce n'est pas exhaustif. Je n'ai pas le tiers de ce qu'il y avait sur le plan qui a été publié hier. J'ai pris ce qui était, selon moi, significatif, en sachant qu'on allait échanger par la suite. C'est pas ces promesses-là, c'est les engagements. Ça va être réalisé dans un premier mandat. C'est dans le mandat. C'est dans le mandat. Et c'est dans le mandat. Et si j'ai un poste clé, mettons quelque chose comme président du comité, ou ministre, je serai, ou ministre, je serai un des gardiens pour s'assurer que ça fonctionne. Je suis déjà dedans. Hein. Ce qu'on est en train de faire en ce moment pour que l'engagement pour 2025 pour la réduction des subventions à l'industrie pétrolière, je suis dans les discussions, je suis déjà actif pour que les engagements soient plus solides. Et il y a certains points qui c'est clair avec le parti, si on n'y arrive pas, je ne serai pas de la prochaine élection. Pour moi, c'est majeur. Écoutez, ça fait des années que je suis en environnement. Voilà. Deuxième point, c'est l'égalité des chances. On sait que les femmes ont souvent moins de chances, soit de gravir les échelons, soit dans les revenus, ont beaucoup moins de revenus que les hommes, 20 % je pense, c'est le moins. Ensuite, les retraités, souvent, peinent, puis il y a déjà, comme quelqu'un le disait tantôt,
c'est souvent les femmes plus âgées qui ont peine à arriver, à rejoindre les deux bouts. Puis on le voit avec dans les organismes communautaires. Pour une personne qui a juste sa petite pension, une femme à la maison, le frigidaire casse, mais ça peut prendre 6 mois avant qu'elle puisse récupérer ça. Là. Comment, le frigidaire brise, puis il faut qu'elle le remplace. Oui. Une femme qui a juste sa pension. Oui. On n'a pas les chances égales d'arriver. Il y a aussi la question de l'éducation pour les jeunes. Oui, maintenant, il y a l'éducation à distance, mais les jeunes qui sont loin en région pour se déplacer avec le prix des logements à Montréal, c'est quelque chose de très difficile. Je disais hier, je le disais tantôt aussi, qu'à l'Université Laval, les étudiants en médecine, la grosse majorité, les parents gagnent plus que 150 000. C'est que c'est pas... Ah oui, dans un pourcentage quoi, de 70 % genre? C'est comme il y a le 55 % qui sont à 100 %. Alors que ça représente juste 10-12 % de la population du Québec. Ouais. C'est que je te laisse aller là-dessus. Il y aura sûrement des questions. Oui, ce que je vais faire avec ça, je vais vous demander, je vais faire mon possible parce que c'est tellement large ce thème-là. Juste parler de femmes, de conditions féminines, il y a des femmes... Il y a des femmes qui ont des besoins d'aide, il y a des femmes qui sont entrepreneurs, il y a des femmes, c'est large. J'ai sélectionné certaines choses, mais je vais vous demander de me formuler des questions. C'est impossible, je suis exhaustif. Et Véronique va prendre en note la question, puis on va vous faire suivre des réponses par la suite. Ouais. Si je ne pourrais pas couvrir ça en 15 minutes, c'est trop large. Des choses qu'on a déjà fait en tant que gouvernement. Lancement de l'allocation canadienne pour enfants qui a aidé à sortir à peu près 430 000 enfants de la pauvreté. Ça, c'est déjà fait. Formation du premier cabinet paritaire du Canada. Je sais que c'est symbolique, mais c'est plus que symbolique parce qu'hier, là, je suis à l'intérieur du parti, puis constamment, c'est des femmes qui ont les postes de leadership, qui organisent des événements, qui sont les premières à parler. C'est pas juste théorique, c'est vraiment très intégré. Créer un volet... ça, je voulais savoir votre réaction là-dessus. On a créé un volet communautaire dans le fond pour l'écosystème. C'est un investissement de 146 millions de dollars prévu au budget de 2021, qui commencera là, pour la stratégie pour les femmes en entrepreneuriat, afin d'aider les petits organismes communautaires à offrir un encadrement à l'échelle locale à des femmes de milieux divers. Est-ce que ça vous sonne une cloche à quelqu'un dans la salle qui aurait pu... Oui? Vous avez déjà eu accès à ce programme-là? Oui, justement, il y a un groupe régional en Chaudière-Appalaches qui existe rapidement. Le nom. Je pense que les vacances m'ont enlevé. Mais oui, qui pourrait avoir accès possiblement à ces fonds-là. Oui. OK, parfait. Bon. Investissement de 5 milliards de dollars pour pallier le manque de services offerts aux femmes entrepreneurs. Ça, c'est quelque chose qui s'en viendrait. Un engagement de 601 millions de dollars dans l'élaboration d'un plan d'action nationale pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe. Ça, c'est un engagement ferme. Fonds de réponse et de relance féministe de 100 millions de dollars pour jeter les bases d'un changement durable afin de faire progresser l'égalité des femmes. Encore là, c'est un financement qui est prévu déjà là, dans les budgets de 2021. Les choses à faire, que j'ai parmi plein de choses, quand il y avait la présence de minorités, de la condition féminine à peu près sur 40 pages dans le plan. J'ai vraiment pas pu mettre tout. Des grands points que j'ai observés. Transfert fédéral de 6 milliards, évidemment, en 5 ans pour permettre au gouvernement Legault de renforcer le réseau de services de garderie. On sait combien c'est important pour l'accès au travail, en particulier pour les mamans. Bonifier l'allocation canadienne pour les travailleurs, pour les Canadiens les plus vulnérables. Ils seront ainsi admissibles à jusqu'à 1 400 $ par année d'une allocation pour ceux qui vont travailler à bas salaire. Donc, parce que malheureusement, on sait que c'est disproportionné par rapport aux femmes, bien, c'est un avantage qui va pouvoir être utile à un plus grand nombre de femmes. Renforcer le Code canadien du travail pour mieux soutenir les femmes qui doivent être temporairement réaffectées à d'autres fonctions pendant la grossesse et l'allaitement. Je trouve ça intéressant. J'ai hâte de voir quels vont être les paramètres de ça qui vont permettre de s'assurer qu'on réussit ça. Fonds d'investissement de 25 millions de dollars pour que les refuges pour les femmes, les organismes sans but lucratif, les organismes de bienfaisance, les organismes communautaires et les organismes dirigés par les jeunes mettent des produits d'hygiène féminin à la disposition des femmes vulnérables. Donc, il y aurait un fonds pour que ça soit gratuit, ce volet-là, justement dans plusieurs organismes chez vous. Adoption de la loi sur l'équité salariale. Donc, les femmes qui sont dans des organisations fédérales vont avoir une loi pour s'assurer qu'à tâche égale, compétence égale, salaire égal. Ça, c'est déjà légiféré. Il y a tout un volet sur la santé et les droits sexuels. Ça va faire partie du débat ce soir, j'en suis convaincu. Malheureusement, je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé au Texas hier soir. C'est assez troublant.
ça va loin. Et moi, je suis content que ça aille loin. Une province qui ne respectera pas les normes d'accès à des services de santé sexuelle et reproductifs sur son territoire pourrait s'entraîner des pénalités automatiques appliquées aux transferts fédéraux en matière de santé. On va aller aussi loin que ça. C'est un débat sur lequel il ne faut pas reculer. Point. C'est tout. On va aussi ne plus accorder de statut d'organisme de bienfaisance à des organisations anti-avortement. Il y en a encore 2 ou 3 au Canada qui reçoivent des subventions fédérales avec ça. Donc, ils ne pourront plus en obtenir. Le réflexe que j'ai eu tantôt de dire, est-ce que quelqu'un est déjà au courant de ce programme-là? C'est quelque chose que je ferai énormément. Je me plais à dire que je vais sûrement faire moins de vidéos. Je vais sûrement avoir moins souvent du staff qui va m'accompagner partout pour prendre des photos de moi-même, mais que l'équipe va être en poste dans les bureaux pour s'assurer que 2 choses. Que quand il y a une difficulté qui vient du milieu, quand le milieu dit « je suis intéressé par ça », mais il y a quelque chose de pas clair là, au point 4, on ne sait pas trop si on serait éligible, qu'on soit totalement disponible à répondre et qu'on soit proactif aussi, que quand on va recevoir de possibles sommes qui correspondent à des missions d'organisation du territoire, bien, on va être actif, c'est-à-dire qu'on va faire suivre à tout le monde. On va carrément avoir quelqu'un qui analyse ça à chaque fois qu'il en sort un, puis dire « ça pourrait peut-être concorder avec la mission d'un tel organisme. » On va y aller un peu large pour ne pas oublier quelqu'un par manque de savoir, là, de savoir fin de l'organisme. Donc, on va être très, très proactif des 2 côtés pour ça, tout le temps. Un peu comme j'ai fait tantôt, je vais tout de suite savoir si quelqu'un savait si ça existait. Ça va être le réflexe de toute mon équipe constamment, localement. Les retraités, il y en a beaucoup qui m'ont parlé qu'ils sentaient qu'il y avait un manque de considération pour les 65-75 ans. Là, ça a bougé. Le supplément de revenu garanti, 500 $, va être garanti. Il va être permanent chaque année pour les gens de plus de 65 ans. Ça va être 750 si c'est un couple. Et il y a quelque chose qui est bien le fun parce que j'ai fait partie des discussions il y a 4 semaines là-dessus. J'ai dit les retraités qui restent au travail, il faut absolument faire quelque chose. On m'en parle souvent. On est en pénurie de main-d'œuvre. C'est illogique que quand quelqu'un qui a full expérience à 66 ans se voit terriblement pénalisé sur le plan de l'impôt parce qu'il offre 3 jours de travail à une organisation qui en a vraiment besoin en pénurie de main-d'œuvre. Alors, il y a un crédit d'impôt maintenant qui va aller jusqu'à 1650 $ pour les gens de 65 ans et plus qui vont se maintenir à l'emploi s'ils vont y chercher un revenu de 5 000 $ et plus. Un crédit d'impôt. Un crédit d'impôt de 1650. Je suis encore en discussion. Moi, je pense qu'on devrait aussi cesser de... Ça, c'est moi qui vous parle. C'est pas dans le plan. OK, ça va, mais c'est mon opinion. Je pense qu'on devrait même carrément ne plus retenir à la source sur la pension. Personnellement, quand quelqu'un fait, mettons, plus que 3 jours d'ouvrage ou 2 jours d'ouvrage. Mais ça, il fallait que ça se règle. C'est un engagement? C'est un engagement d'achaler mes collègues jusqu'à temps que ça marche. Pour l'éducation, c'est sûr que c'est une compétence totalement, beaucoup provinciale. Il y a beaucoup de sous qui est prévu pour 2 choses que je trouve intéressantes. Il y a un gros montant qui va venir du fédéral pour changer la ventilation des écoles. Puis on sait avec ce qu'on a vécu, c'est majeur. Donc, il va y avoir une participation de plusieurs dizaines de millions de dollars qui va venir du fédéral pour ça. Et il y a beaucoup d'efforts qui vont être faits en formation parce qu'on est en pénurie de main-d'œuvre. Il y a une autre chose que tu as observée. Beaucoup de jeunes sont tombés sans emploi, ont pris le temps de réfléchir et se demandent dans quoi ils veulent faire leur vie, dans quoi ils veulent se relancer. Alors, il va y avoir beaucoup de sous qui vont être mis au fédéral pour soutenir la formation continue chez les jeunes, pas chez les jeunes de 12 ans là, qui sont à l'école, puis l'école, c'est provincial. Mais à ce niveau-là, on peut donner un sérieux coup de main, donc il y aura des enveloppes qui vont être prévues pour ça. Est-ce qu'il y a des questions? Des questionnements? François Boudreau, la QDR, Montmagny-Lillet, l'Association de défense des droits des retraités du Québec. Oui. Monsieur Lapointe, vous avez été vite un petit peu. J'ai pris des notes, là, mais oui. Je veux juste clarifier. Là. 65 ans et plus, crédit d'impôt 1600 $. Ça, c'est ces gens-là gagnent un revenu. S'ils restent à l'emploi, c'est mettons qu'ils font plus de 5 000 $ à l'emploi. Oui. Ils ont une expertise, par exemple, chez Mébec, puis ils décident de garder 3 jours semaine, même s'ils ont 66 ans. Bon. Mais il va y avoir un crédit d'impôt. De mémoire, il est 1650 $ jusqu'à 1650 $ parce qu'ils restent à l'emploi pour aider, pour encourager, pour pas qu'il y ait de trop de pénalités fiscales du fait qu'on a eu la générosité de rester à l'emploi à un moment qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. Ça, c'est un crédit annuel. Oui. OK. Ouais. Deuxièmement, vous avez parlé du fameux montant forfaitaire aux 75 ans et plus, qui, dans le fond, serait attribué maintenant aux 65 ans. Tout le temps. Supplément de revenu garanti, 500 $, ça serait annuel. Tout le temps. L'augmentation de 500 serait tout le temps. Pour les 65 ans et plus. Oui, pas juste pour les 75. C'est ça la question?
pour les 65. Ça fait ton bonheur, François, ça? Là, vous avez dit un engagement aussi pour les 65 ans et plus qui retournent au travail ou qui restent au travail. Là. Pas d'impôts à payer? Non, pas ça que j'ai dit. OK. Pas ça que j'ai dit. Hey, j'ai dit que je suis, moi, sympathique à l'idée qu'on ne fasse plus la petite... Parce que parfois, on vous garde une petite retenue à la source, hein, quand vous travaillez. Puis moi, je la questionne. Le parti le sait, j'en ai parlé 3 fois. Moi, personnellement, je laisserai faire la petite retenue à la source. Puis de toute façon, les choses vont se normaliser au moment qu'on fait son impôt. C'est très symbolique. J'ai eu 3 personnes qui en ont parlé. Ils ont dit, c'est ma retraite. C'est moi qui ai payé pour. C'est moi qui décide de rester 3 jours de plus au travail. Qu'on me donne ce qui me revient, puis je paierai comme tout le monde l'impôt que je dois dessus. Vous comprenez un peu l'angle qu'on m'apportait? En fait, l'impôt va être différé à la fin de l'année, dans le fond. Bien, je n'ai pas dit que les personnes âgées ne paieraient plus d'impôts. Ah, c'est ça. Non, mais payer pareil, mais à la fin de l'année, au lieu de la payer à chaque... Oui, au lieu de la prendre à la source. Je comprenais cette sensibilité-là chez 3-4 personnes du territoire. Dangereux, ça. De comprendre leur sensibilité. Non, mais je veux dire, si les gens payent l'impôt quand même à la fin de l'année, il va falloir qu'ils prévoient ça. Oui, mais là, il y a une déduction de 1650. Puis moi, j'ai confiance que les personnes âgées savent se financer. Okay. Bon, pendant que je suis ici, je vais vous parler aussi des femmes. On en a parlé tout à l'heure. Vous savez, les femmes qui sont à la maison, retraitées, souvent veuves, on voit les revenus sont très faibles. Qu'est-ce que vous pensez faire avec ça? Là? Parce que j'ai posé la question tout à l'heure à M. Généreux. Là. Je pense entre autres aux soins à domicile là, qui coûtent extrêmement cher. Je sais que c'est de compétence provinciale. Je ne l'ai pas noté. Il y a 2 longs paragraphes pour aider les soins à domicile. Véronique va les noter, s'il vous plaît. On va vous revenir avec ça. Mais je ne veux pas dire les montants. De mémoire, c'était comme un 1400 encore là de déductible d'impôt. Mais on va vérifier. Mais il y avait de longs paragraphes dans le plan qui a été présenté hier. C'est un programme fédéral, mais ce qui va être accessible via le provincial, comment ça va fonctionner si vous faites un programme? Ben, si c'est des déductions d'impôt, ça ne passe pas par le provincial, c'est pas les transferts. Déduction d'impôt. C'est une déduction d'impôt, mais on va vérifier. Comme je dis, il y avait plusieurs paragraphes là-dessus. Parce qu'il y en a déjà des déductions d'impôt actuellement. Là. Il y a une augmentation, ça, je suis sûr. Est-ce que, juste pour compléter, quand on parle de déduction d'impôt, ce n'est pas un crédit d'impôt remboursable. Ça veut dire quelqu'un qui paye presque pas d'impôt. Je vais vous revenir avec les précisions de ce programme-là. OK. Comme je vous dis, la plateforme a été déposée hier, puis elle est gigantesque. Là, puis c'est ça. C'est juste pour être plus précis, là, M. Lapointe, concernant les transferts aux provinces. On sait qu'en santé, c'est le cas. Là. Moi, tantôt, M. Généreux, j'ai posé la question. Eux, ils vont faire des transferts sans condition aux provinces en matière de santé. Plus ou moins vrai, ils ont des conditions en santé mentale. Bon, alors c'est ça. Dans le fond, nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait des transferts, oui, mais en fait, ça cible vraiment les personnes âgées, là. Alors, comment vous allez y arriver à ce moment-là? Il y a comme 2 volets dans votre question. Vous êtes un peu d'accord avec ce qui dit, avec la position du fédéral qui dit qu'il faut que ça cible les soins aux personnes âgées, mais il y a pas une problématique, il y a une particularité du Québec. C'est quand on fait la lecture de ce qui est demandé, ce qui est suggéré fortement par le fédéral, par exemple, c'est d'embaucher plus de préposés, plus de formation de préposés. Bon. Alors, c'était un peu comme les garderies. Les garderies, moi, je trouve formidable que le fédéral s'en mêle et envoie de l'argent pour ça, parce que je crois en des places en garderie et non pas un crédit d'impôt qui fait qu'il faut que tu avances beaucoup de sous pour peut-être avoir quelqu'un qui garde ton enfant. Quand tu n'as pas beaucoup de sous, ça ne marche pas, ça va. On n'aurait pas en parlé, ça, côté conditions féminines, ça a un impact direct. Okay? Moi, je veux des places en garderie. Je veux pas que quelqu'un cherche 2000 $ pour payer puis emprunter ça à la banque en attendant qu'on y rembourse de l'argent. Ça n'a pas de sens quand tu fais 27 000, tu as 2 enfants. Ça n'a aucun sens, ça va. Il y a un peu la même mécanique qui s'établit en ce moment par rapport au montant qu'on veut avancer pour la post-pandémie pour le système de santé. Il y a des choses que le Québec a déjà fait. Comme le Québec est déjà dans un programme pour embaucher et former plus de gens préposés. Est-ce qu'il va y avoir des négociations qui vont se faire? Est-ce que ça va aller aussi loin qu'avec les garderies qu'à un moment donné, le fédéral va observer que le Québec a tellement fait ses devoirs qu'au fond, il mérite juste d'obtenir sa part? Est-ce qu'il va encore avoir des petits paramètres de négociation? Possiblement. Mais moi, je suis très confiant. Très confiant que ça va s'arranger à très court terme. Une question dans la salle Zoom de M. Luc Gosselin. Fait que je vais vous laisser la parole. Merci beaucoup. Ma question, il y a 2 choses. Premièrement, est-ce que vous connaissez un regroupement qui s'appelle l'Alliance Revenu de base des régions de l'Est? Et puis, relié à l'idée de revenu de base, vous connaissez sans doute le revenu de base pour être passé par le NPD. Et puis aussi, pour ce qui concerne le Parti libéral, que ça a été aux deux derniers congrès, sinon 3,
un vœu de plusieurs membres du Parti libéral que ce soit jugé comme prioritaire. Un revenu de base Alors, donc, garantie. connaissez-vous l'Alliance, d'une part, et d'autre part, quelle est votre position et quelle est la position du Parti libéral sur le revenu de base? Où est le siège social de l'Alliance, excusez-moi? L'Alliance revenu de base des régions de l'Est. Oui, mais physiquement, Ils sont, c'est Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine. Il y a beaucoup d'organismes communautaires qui sont membres, de l'Arbre. On l'appelle l'Arbre aussi, l'Alliance revenu de base des régions de l'Est. Okay. Et puis c'est avec aussi la participation de la Direction de la santé publique de Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine. Okay. Alors donc, c'est ça. Donc, et la revendication première, c'est d'aller vers un revenu de base garanti? Des régions de l'Est. Et surtout, et aussi, qu'est-ce que vous pensez de l'idée du revenu de base et qu'est-ce que le parti, où en est le Parti libéral là-dessus, surtout dans sa plateforme qui vient d'être publiée comme... Il n'y a pas encore là, je m'aurais Véronique, à ma connaissance, mes 2 lectures, puis en plus c'est des lectures où j'essaie de sortir des points pertinents, là, j'ai pas vu que l'établissement de revenus, mais on s'entend bien, le revenu de base garanti, là. C'est ça qu'on parle? C'est ça qu'on parle? C'est ça? C'est pas dans la plateforme actuellement. Ce qui s'est passé avec la pandémie où les gens recevaient beaucoup de sous, il y aura beaucoup de réflexions à voir là-dessus. Je vais vous donner ma position personnelle, voir comment ça s'est passé. Moi, je ne suis pas fermé du tout à cette idée-là, ce concept-là. À court terme, c'est pas ce qu'il y a pour 70 milliards d'engagement dans le plan actuel, mais il n'y a pas, j'ai pas lu, on vérifiera, mais je n'ai pas lu qu'il y avait un début. Je sais qu'il y a eu des projets pilotes à travers le Canada. Je peux m'engager à aller voir les résultats de tout ça, mais ce n'est pas dans la plateforme au moment qu'on se parle, selon ce que j'ai lu depuis 2 jours. Là. Et si jamais vous êtes élu, je vous encourage à prendre connaissance du projet qu'il y a à l'île du Prince-Édouard sur le sujet. Oui, c'est un des projets pilotes à l'île du Prince-Édouard. Hein? Oui, bien, il y a une volonté de projet pilote, oui, de la part de la province, y compris de l'Assemblée législative, qui a commencé des négociations avec le Parti libéral, le Parti au pouvoir. Moi, ça me paraît très intéressant. Puis si je vais plus loin, si je parle de ma pensée là-dessus, il y a énormément de robotisation qui s'en vient. Il va y avoir l'obligation de repenser un peu le travail. C'est ce qui donne sens à la vie de beaucoup de gens. Donc, se demander si on peut juste s'assurer que les gens partent l'année avec un revenu garanti, moi, ça m'intéresse. Mais ce n'est pas actuellement dans les plans à court terme. En tout cas, à moins que je me trompe, on vérifiera. Là, moi, j'ai échappé un petit quelque chose en lisant. Là. Madame Germain. Je vous encourage à prendre connaissance de l'Alliance revenu de base. Il y a des gens qui sont très compétents sur le sujet. Merci, M. Gosselin. Madame Germain. Bonjour, Rachel Germain, Fédération pour personnes handicapées du KRTB. J'aimerais savoir, dans votre plan, qu'est-ce qui est prévu pour favoriser l'inclusion et la participation sociale des personnes handicapées? Ça peut être large, là, mais... Oui, OK. Il y en a énormément. Encore là, il y a 3-4 pages. C'est un mélange de crédit d'impôt et de subventions pour aider à investir dans les maisons. Là encore, je vais demander à Véronique qu'elle prenne une note, puis je ferai suivre le détail de ça avec plaisir. Mais ça revenait systématiquement dans... On parlait d'accessibilité au logement. Ah, il y avait un paragraphe pour les personnes handicapées. On parlait de la discrimination. Ah, il y avait un paragraphe. Donc, je vais essayer de composer tout ça puis de vous revenir avec une réponse détaillée. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Commentaires? Madame Claire-Jacquelin, est-ce qu'il y a des... Okay. Moi, j'en ai une, cependant. Quand on parle d'égalité des chances, je crois qu'Internet haute vitesse est à presque réglé, là, ce que j'entends. Oui, ce qui manque, c'est la couverture cellulaire. J'y arrive là. Je suis en train de préparer. J'ai fait une sortie sur la pénurie de main-d'œuvre où j'avais de la matière à suggérer en disant voici les programmes majeurs qui pourraient nous aider. Je suis en train de monter le même dossier pour sortir dans une semaine sur la couverture cellulaire. OK, mais sortir, c'est une chose. Ça fait longtemps, François, qu'on fait de la politique. Et ça fait 20 ans que j'entends à peu près tous les candidats. Moi, je vais régler le problème de couverture cellulaire. Puis ça fait 20 quelques années, puis c'est toujours un problème. Quand tu t'en vas, c'est difficile d'avoir une C'est épouvantable quand je fais le tour. J'ai, avec une bénévole, refait le tour là, pour saluer des gens dans les dépanneurs, puis mettre des pancartes là, partout, là, Saint-Pamphile, Lac-Frontière, tout ça, etc. Écoutez, on a passé plus de la moitié de la journée avec une demi-ligne ou pas de ligne sur nos cellulaires.
littéralement. Il y a des cas de sécurité. Je pense qu'il y a un jeune garçon, malheureusement, qui a un accident terrible. Il y a quoi, 1 mois à peu près? 2 mois, il n'a pas survécu. C'est quelqu'un que je connais qui connaissait le monsieur qui a frappé cet enfant-là. Il y a eu un problème de communication. Il était devant un enfant, je pense, de 14 ans qui est mort, mais qui n'était pas mort, qui était devant lui, puis il avait de la misère à appeler. C'est épouvantable. Donc, c'est une grande, grande priorité. Je ne m'engage pas à quoi que ce soit aujourd'hui. Je veux finir mon dossier. Parce que justement, il y a trop de gens qui sont sortis en disant n'importe quoi. Je vais finir mon dossier. Il y a énormément d'argent prévu en infrastructure. Si c'est pas déjà, en détaillant mes affaires avec le parti, je me rends compte qu'il y a un angle mort sur tout ce qui est réseau cellulaire. Je vais être très, 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 très achalant et je vais revenir à quelque chose de précis. Puis, toujours à égalité des chances, on parle de transport, de compétences partagées. On pense au train, entre autres. Dans le moment, ce n'est pas les mêmes chances pour quelqu'un qui est de Gaspésie, qui est d'ici, de Saint-Pamphile, pour aller aux études, pour se rendre même dans les services, voir la famille. Ouais. Les MRC, le gouvernement du Québec commence un peu, les MRC, avec les petits budgets qu'ils ont, font leur maximum. Mais c'est l'interconnectivité de tout ce monde-là après. C'est chacune des MRC tourne, excusez-moi, mais le terme n'est pas bon, le tourne en rond, entre guillemets. Tout à fait. Parce que le territoire est comme ça. C'est l'interconnectivité de tout ça, oui, ça va être une priorité. Là encore, énormément de projections de budget en infrastructure. Je vais vous donner un exemple de ce que j'ai fait récemment. Quand on parlait, j'étais à la réunion là, quand on peaufinait le programme pour l'accessibilité au logement. Vous savez, de pouvoir mettre de l'argent de côté pour acheter son logement et tout. Et c'est pas méchant, mais la gang qui était là n'arrêtait pas de parler de condos. À un moment donné, j'ai levé la main, j'ai dit, attendez un peu, là. Le parc résidentiel chez nous, là, les condos, c'est très minoritaire. Là. Si vous parlez, je pensais juste à des condos, on va se retrouver avec un investissement démesurément urbain. Et là, ils ont commencé à changer le programme après mon intervention. OK. On va y arriver avec le logement social. Ouais. Avant, je pense qu'il y a André Pelletier. Oui, pour répondre à votre question. Du Havre des femmes. Oui, du Havre des femmes, maison d'aide et d'hébergement pour les femmes et les enfants victimes de violences conjugales. Pour répondre à votre question tantôt, l'organisme, c'est Femmes et Sœurs. OK, qui aurait potentiellement accès à l'enveloppe. OK, à l'enveloppe pour soutenir. OK, parfait. C'est ça. Ils sont situés où? À Lévis. À Lévis, OK. Oui. Mais ils travaillent pour tout Chaudière-Appalaches. Parfait. Avez-vous bien dit que le Parti libéral allait mettre en œuvre le plan d'action national sur la violence faite aux femmes? Oui, c'est déjà comme écrit, c'est déjà comme légiféré, c'est sûr. OK. J'imagine qu'à travers le parcours, vous allez vous adjoindre les investigatrices de ce plan-là. Êtes-vous en train de me communiquer que vous avez l'impression que les gens du milieu n'auraient pas été assez consultés? C'est ça que vous me dites? Au-delà de la consultation, je pense qu'on doit être présente comme experte aussi pour l'analyse et la mise en place de ça. C'est noté. Je vais être aussi achalant que je l'ai été pour les retraités qui restaient à l'emploi il y a quelques semaines, je vous promets. Finalement, tu es un achalant. Pour mon monde, je peux achaler solide. C'est une blague. Oui. Okay. On va aborder justement, on parlait de logement accessible. C'est le prochain point, à moins que quelqu'un aurait d'autres questions sur le point précédent. Ici, en région, on avait vécu ça, mais que très partiellement. Mais depuis la COVID, la pandémie, où des gens sont revenus, on a manque de personnel. Il n'est pas rare que la CDC reçoive des téléphones pour dire « J'ai besoin de logement, qu'est-ce que je fais? Ouais. » Puis là, c'est rendu un problème majeur. Même ceux qui veulent engager, je parlais des entrepreneurs du coin, ils trouvent du personnel, mais ils ne peuvent pas les loger. Les loger, oui. C'est pour ça que quand j'ai fait ma sortie sur la pénurie de main-d'œuvre, le point 2, c'était ça. C'était il y a deux choses. Il y a un programme actuel que si on le traduit, juste on va chercher notre part à nous. Là. On travaille avec les contracteurs, avec des potentielles coopératives d'habitation, etc. On pourrait avoir 4000 projets de rénovation-construction dans les prochains 4 ans. 4000. 4000 juste dans le comté. Là. Okay. C'est 1,4 million au niveau canadien. On pourrait monter ça au-dessus de 4000. 4000 unités de logement. Puis c'est prévu, les financements pour 1,4 unités de logement, c'est prévu. C'est celle-là qu'il y avait trop de condos quand on s'est parlé au départ. Okay. Puis que j'ai dit, attends un peu, là. Il faut qu'on puisse rénover des logements, pas juste des condos, parce que c'est pas une réalité rurale. Ça va? Est-ce qu'il y a une priorité sur les coopératives de logement? Oui, il y a quelque chose. Il y a augmenté de manière permanente le financement du Fonds national de co-investissement pour le logement, qui passera à un total de 2,7 milliards de dollars sur 4 ans, soit plus du double du financement actuel. Le financement sera destiné à aider les promoteurs de logements abordables. Il y avait aussi quelque chose qui était associé. Attendez un petit peu.
Il y a la stratégie nationale de logement, un plan de 10 ans qui vise à investir 72 milliards de dollars pour élargir l'offre immobilière, rendre le logement plus abordable, mettre fin à l'itinérance chronique. Il y a 72 milliards sur ce volet-là. Il a signé une entente sur l'allocation canadienne pour le logement avec chacune des provinces. Un financement par égal de 4 milliards de dollars au total afin de soutenir le paiement de loyers à plus de 300 000 Canadiens. Ça répond. On ne peut pas leur payer le loyer s'ils n'en trouvent pas un, là. Je suis d'accord. Là. Il faut encore régler le problème d'accessibilité. Augmenter de manière permanente, comme je l'ai dit, le financement du Fonds national de co-investissement pour le logement. Il y a 1,4 million de dollars de nouveaux logements, construire davantage de logements, répondre aux besoins pour mieux planifier. Et on va pouvoir faire affaire avec les coopératives aussi d'habitation sur plusieurs de ces programmes-là en région. OK. Est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter sur le logement accessible? Oui. En fait, c'est la même question que j'ai posée Toujours tout à en sonnement. l'heure à M. Généreux. Pardon? Toujours en sonnement pour Oui, ceux qui Rachel sont... Germain, Fédération pour Oui, personnes il y a- handicapées du KRTB. En fait, pour le projet de logement, est-ce qu'il y a une priorité aussi personnes handicapées, logement accessible pour les adaptations, accessible? C'est mon erreur. Il y a tout le temps, dans tous ces programmes-là, il y avait tout le temps un volet, soit Première Nation, ou il y avait personnes handicapées. On va là encore, je vais aller collecter tout ça puis vous faire suivre les montants qui sont les engagements et montants associés spécifiquement à ça. Comme je vous dis, je ne voulais pas faire une présentation de 2h30 là, dans un Mais c'est format quand de même 50 bon de minutes. l'entendre. On ne l'entend Mais- pas assez souvent Mais d'emblée, non, mais je trouve. écoutez, c'est sûr que ça me fait, excusez-moi l'expression, une méchante galette à avaler avant la semaine prochaine puis les débats. Parce que c'est très détaillé et systématiquement, il y a ces gros montants-là, toujours à coût d'un 1,4 million de logements, 7 milliards, etc. Mais ils sont constamment ventilés. Justement, on parlait de ventilation pour les écoles, c'est 100 millions. Puis là, tout à coup, il y a quelque chose, c'est spécifique. Il y a une addition de 10 millions s'il y a une demande faite par une Première Nation, pour une école dans un territoire de Première Nation. Okay. C'est constamment là. Je n'ai pas pu toutes les apprendre par cœur depuis hier. Il y en a des tonnes, mais on va vérifier tout ça, puis on va agglomérer tout ça, puis vous envoyer une réponse là-dessus de nous quelques jours, peut-être. Merci. Ça fera plaisir. Jean, je vais t'envoyer ça à toi, Guy. Oui. Puis on va s'assurer que ça va... Oui. Okay. François Boudreau, la QDR Montmagny-Lillet. Toujours dans le même volet concernant l'habitation. Pour les aînés, vous savez que le frais... Pardon? Oui, j'attends. Le fait de rester à la résidence, ça coûte très cher. Oui. C'est la partie la plus élevée de leurs dépenses. Ce qu'on souhaiterait, évidemment, c'est le maintien à domicile. Ce qu'on souhaiterait également, c'est d'avoir une aide, entre autres au niveau des taxes, les taxes municipales qui sont rendues très dispendieuses. Si ces gens-là pouvaient bénéficier d'un programme qui leur permettrait d'avoir une aide au payage de taxes municipales, je pense que ça serait quelque chose qui pourrait être très... Là, vous allez m'éduquer sur le mécanisme que vous me suggérez, je suis désolé. Ben, écoutez, le fédéral je parle dans le pourrait, cadre d'un programme fédéral parce que vous êtes déjà, vous donnez déjà des déductions pour certaines choses là, au niveau de l'adaptation des domiciles, des choses comme ça. Ça pourrait être une aide aussi qui toucherait vraiment l'aide pour payer les taxes parce que ça représente un montant très important pour les aînés que de payer les taxes municipales. Okay. Donc, c'est un projet. Je vous suggère ça là, comme étant une façon d'aider les aînés là, à rester à domicile. OK. Il y avait quelque chose, et là encore, je m'excuse, je n'ai pas tous les montants à m'y ventiler. Là. Il y avait quelque chose par rapport à l'aide pour rester à domicile. Il y avait 3 paragraphes là-dessus. Je vais revenir avec ça auprès de vous, c'est sûr. Il y avait aussi beaucoup d'investissements pour le bigénérationnel qui était prévu dans les grosses enveloppes de rénovation. Okay. On va beaucoup aider. Dans le cas où une famille veut garder près de lui un aîné, comme j'aurais tellement voulu faire avec ma mère, mais écoute, elle décide de sa vie. Voilà. Voilà. Madame la présidente de Soupe au bouton, Ginette Desbiens, tu t'es présentée, c'est ça? Bonjour. Monsieur Lapointe. Bonjour. J'avais 2-3 inquiétudes depuis quelque temps par rapport à notre gouvernement actuel. En environnement, vous avez des bonnes intentions et je pense que des mesures aussi vont suivre. Là. Je suis confiante là-dedans. Ouais, là. C'est des mesures fortes, oui. Mais elles doivent absolument être traduites dans le réel. Et si je vais là-bas, ça va être pour quotidiennement vérifier si on les traduit, parce que c'est beau, là. Il y a un potentiel énorme de réduction de GES, par exemple, dans les investissements en éco-rénovation. C'est beaucoup, là, 45 000 $. Là. Mais s'il y a 4 maisons qui se font, c'est pas bon. Ça prend des centaines de milliers de maisons
qui sont en rénovation pour que ça fasse une différence nette en termes de GES. Je vais être là-dessus. Et en deuxième, c'est les transferts en santé. Pour nous, les organismes, je sais que le provincial va gérer ces transferts-là, là, mais c'est important aussi parce que, comme je le disais tantôt, avec la difficulté dans le système de santé, c'est les organismes qui sont devenus la porte d'entrée. Ce qui était la devise des CLSC, c'est rendu nous qui assumons la porte d'entrée, surtout en santé mentale ou en pauvreté. Alors, c'est sûr qu'on a besoin de ces fonds-là. Il y a de grosses enveloppes associées. C'est presque des enveloppes d'urgence de plusieurs milliards qui sont associées à la santé mentale, mais ça va être encore là, au Québec, des négociations de transfert. Okay. Puis je ne veux pas vous dire n'importe quoi matin. Je ne veux pas vous promettre que... Non, je comprends. Je ne veux pas vous promettre. Le début des discussions avec le provincial vont porter sur un transfert majeur spécifiquement pour la santé mentale. On sait que 25 des gens se sont sentis mal pendant la pandémie, mais mal à se demander s'ils ne devaient pas rencontrer un spécialiste. Une personne sur 4, c'est du monde, s'il vous plaît. OK? Donc, je trouve légitime cette position-là de dire on a un transfert pour ça, puis c'est un go. De mémoire, le montant, c'était quelque chose comme 6 milliards, c'était beaucoup d'argent. OK? Je comprends pourquoi. Là, il faut voir comment ça va, un peu comme les services aux personnes âgées. On va voir comment ça va se développer. Là. C'est sûr qu'il faut négocier avec le provincial. Il faut voir comment ça va se passer. Troisièmement, c'est la facture qu'on laisse à nos enfants. Et je ne suis pas tout seul à être inquiète. Beaucoup de gens s'inquiètent de ce qu'on va laisser aux enfants. Là, comment je peux dire, on ne peut pas investir en voulant avoir un budget zéro la même année. Vous comprenez? Les gens ici me disent, et à raison, vous me dites, le logement, il faut vraiment faire quelque chose. Oui, il faut faire quelque chose. L'environnement. Savez-vous combien ça coûterait de garder juste le taux de production de GES maintenant? Combien ça coûterait en augmentation de soins de santé pour le Canada en 2035? 86 milliards par année. Si on ne dépense pas cet argent-là maintenant, ça va nous coûter juste en augmentation de frais de santé à cause des canicules et de la pollution, 86 milliards de plus de dollars par année. Par année, juste en santé. On ne parle pas du reste, là. On ne parle pas, je ne sais pas moi, du secteur forestier qui perd tellement de forêts qu'il n'arrive plus à faire ses affaires. Juste en santé. On n'est pas à un moment où il faut se dire qu'on va viser un déficit zéro. Il y a trop de choses fondamentales où des gens vont, excusez-moi, souffrir si on ne fait pas notre responsabilité. Je m'inquiète. Je vais vous dire pourquoi moi je m'inquiète moins. J'espère que mes arguments vont vous permettre d'être un petit peu moins inquiète de votre bord. Okay? Historiquement, nos grandes sociétés développées ont toujours investi beaucoup le lendemain d'une crise, malgré le fait que la crise avait coûté quelque chose. Un des plus grands plans pour relancer l'activité humaine, c'était après la Deuxième Guerre mondiale. Il n'y avait plus d'argent. Les tanks qui nous avaient coûté bien trop cher, il n'y avait plus une scène. Et ce n'est qu'en relançant l'investissement public qu'on a relancé ce qui est devenu carrément les pays du G20. Les pays qui n'ont pas été dans ces plans-là ne sont pas membres du G20. Il faut, suite à une crise, relancer l'activité humaine. Les grands pays développés, quand ils ne font pas ça, ils tombent comme l'Argentine. L'Argentine a pris les breaks en 1964. Bien, est-ce qu'on veut être argentin un matin? Non. Suivez mon raisonnement? Ce qui est important par rapport à la dette, c'est le ratio du PIB par rapport à la dette que tu as. Pourquoi on n'a pas été décoté depuis un an par les deux plus grandes firmes internationales? Vous savez, les K3A, là, on ne les a pas perdus. Parce que les projections qu'on donne en termes de, par exemple, on a 92 de notre monde qui sont retournés à l'emploi, comparativement à 75 aux États-Unis. Ils nous regardent, et c'est comme moi, si j'ai une dette de 25 000 dans la vie. Si j'ai un salaire de 30 000, j'ai un méchant problème. Si j'ai un salaire de 120 000, ma dette, ce n'est pas un problème. Donc, c'est ce ratio-là qu'on va devoir maintenir pendant 2-3 ans, 4 ans, le temps qu'on fasse des changements majeurs. Puis, une autre affaire, c'est qu'à un moment donné, quand tu mets 100 millions pour la ventilation dans les écoles, c'est pas vrai que ça te coûte 100 millions. Ça crée tellement d'activités économiques, puis ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Après ça, bien, ils payent des taxes, ils dépensent au restaurant. Le restaurant, il fait quoi? Il dépense une taxe. Le restaurateur, il fait un revenu. Il paye quoi? De l'impôt. Donc, ce 100 millions-là, ce n'est pas quelque chose qui disparaît puis qui ne revient pas au coffre, qui sur 2-3 ans, qui ne revient pas au coffre de l'État. Donc, ne pas investir en ce moment, tout en étant conscient de garder un ratio dette-PIB. Mais l'idée, il faut que notre PIB soit bon dans 2 ans. Si le PIB s'écroule,
là, on va être décoté sérieux. Donc, Merci. c'est l'approche que... Merci, François. Merci. Juste rajouter, je voulais rajouter ça de Ginette. Oui, le communautaire, c'est maintenant la porte. Et on se trouve avoir un surpoids dans nos tâches. Et en plus, la fonction publique a rehaussé, on parle des MRC, des municipalités, des salaires, ce qu'ils viennent chercher souvent parmi les meilleurs éléments du communautaire qui nous permettaient d'exécuter les tâches qu'on ne peut plus. On n'a plus les moyens de faire ça. Il y a plein d'organismes qui sont à bout de souffle. Je ne sais pas si les gens savent, les 2-3 dernières années, j'étais dans un OBNL. Hein? Oui. Donc, la mission me tenait à cœur. Je ne dis pas que tu as mal payé, là, mais c'est la mission qui me tenait à cœur le matin. Je connais ça. Je connais cette réalité. Là, quand on parle des gens qui viennent chercher à manger parce qu'ils n'ont pas mangé, que tu n'es plus capable de faire ça, tu ne dors plus la nuit. C'était juste ça. Ouais. Juste avant, François Lapointe, je te remercie d'être venu nous voir. Ça fait plaisir. Avant de te laisser le mot de la fin de quelques minutes, je te couperai, je te connais, je pourrais te couper. C'est que merci, on apprécie ça dans le communautaire, que les candidats viennent nous rencontrer, qu'on se fasse connaître et qu'on connaisse mieux les candidats de façon que dans l'avenir, on pourra travailler ensemble, même élus ou pas élus. Là, c'est tout le temps des personnalités publiques qui sont là. C'est que merci beaucoup, François Lapointe. Je te laisse le mot de la fin. Bien, merci de m'avoir reçu aujourd'hui. J'ai déjà mis en perspective comment moi j'allais fonctionner autant que possible avec vous, c'est-à-dire être hyper disponible quand il y a des questionnements qui viennent de vos organisations, mettre beaucoup de ressources chez nous pour que dès qu'il y a des pistes de choses intéressantes qui viennent du fédéral, que ça vous soit communiqué. Je peux vous parler de ce que je faisais en 2011-2015. J'avais même ça s'appelait M. Gaétan Nadeau à l'époque, qui ne faisait plus rien pour moi. Il ne m'accompagnait plus dans des soupers. Il ne faisait que ça, parce que c'était un gars qui a une grande intelligence. Il faisait que ça, décortiquer à l'avance pour dire peut-être qu'eux autres, ils n'auraient pas pensé que ça pourrait couvrir telle mission, bon, etc. Donc, ça, c'est un des trucs dont je m'ennuie le plus, de pouvoir contribuer à ce que mes ressources humaines, moi-même, je me débrouille. Tu sais, quand on fait les projets de loi dans les comités, je me débrouille bien. Donc, parfois, c'est moi qui faisais des associations. Je m'ennuie de cet aspect-là. Je serais tellement content de pouvoir ramener ça dans mes fonctions, avec énormément de programmes qui s'en viennent, et beaucoup d'investissements. Investissements qu'on va s'assurer de garder dans un ratio correct entre PIB et dette, mais qu'on doit faire ces investissements-là. Puis il faut absolument que les gens de chez nous, du comté, plus largement de la région, Bas-Saint-Laurent, Chaudière-Appalaches, il faut que tout le monde, on ait notre part là-dedans. Si j'ai la chance d'être là, je vais m'assurer qu'on ait notre part de tout ça constamment, année après année. Merci François Lapointe d'être venu nous voir. Bonne fin de campagne. Merci.